Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais partager ici vos histoires. Toutes les histoires que vous m'avez envoyées par mail ou sur Instagram, je vais les partager aujourd'hui dans cette vidéo. Pas toutes évidemment, mais une bonne partie. J'espère que ça vous plaira. Je tiens à préciser une chose avant qu'on commence. La chose, c'est que les personnes qui vont partager leurs histoires vont partager des événements qui les ont effrayés. Ça peut être du paranormal comme des choses beaucoup plus terre à terre. Il est possible que dans certaines des histoires qui ont été partagées, eh bien vous, derrière votre écran, vous ne ressentiez pas réellement de peur. La raison facile à trouver à ce genre de circonstances, c'est que quand on regarde ce type d'histoire, quand on est dans la sécurité de chez nous ou dans une situation totalement différente de l'histoire en question, on peut avoir du mal à comprendre les choses. Mais je vous demanderai de prendre chacune des histoires avec respect pour les personnes qui les ont partagées. De toute manière, chaque nom qui seront utilisés seront des noms que j'ai moi-même attribués aux personnes qui m'ont partagé leurs histoires. Il est important de bien se mettre à la place de la personne qui partage son histoire pour comprendre la raison qui a fait que cette histoire est une histoire qui l'a effrayé. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Sachez que c'est très important et ça me soutient beaucoup. Donc je remercie tous ceux qui le feront. Je vous invite également à me retrouver sur Instagram qui s'affiche juste ici à KenTB si vous souhaitez me suivre là-bas. Et également si vous souhaitez me partager une histoire qui vous est arrivée à vous. Je crois que j'ai tout dit pour l'introduction. J'espère que vous êtes prêts pour découvrir en ma compagnie les différentes histoires d'abonnés. La première histoire que je vais vous partager est l'histoire de quelqu'un que nous allons appeler Lucie. Au moment de son histoire, Lucie était âgée de 17 ans. Pour contextualiser un petit peu les choses, elle nous explique qu'elle était en études au lycée, elle était en second dans un bac pro avec une spécialité en cuisine et elle nous explique que dans le cadre de ses études, elle était amenée à réaliser un stage à partir de juin. Donc, elle trouve un stage, tout se passe plutôt bien, mais un drame vient frapper sa vie. Elle apprend que son oncle s'est donné la mort par pendaison. Évidemment, c'est quelque chose qui a profondément attristé Lucie. Et c'est à partir de ce drame-là qu'elle a commencé à expérimenter des choses assez étranges. Des lumières s'allumaient ou s'éteignaient d'elles-mêmes. Son téléphone tombait par terre alors qu'il était posé à un endroit. Ou encore même, elle sentait parfois le toucher d'une personne sur sa peau alors qu'elle était complètement seule. Le temps a passé un petit peu depuis le décès de son oncle et nous sommes maintenant en juillet 2017. Lucie était invitée à une soirée d'anniversaire chez une connaissance qui habitait dans un immeuble au 2e étage, sans ascenseur dans l'immeuble. La soirée s'est plutôt bien passée et à un moment donné, Lucie a décidé de s'éclipser quelques instants pour aller récupérer quelque chose dans la voiture d'une amie. Environ 5 minutes à peine après être partie, Lucie revient et tout le monde vient la voir en lui disant que son oncle était très sympathique. Pourquoi elle n'a pas prévenu que son oncle allait passer, qu'il venait juste de partir? Et Lucie est dans l'incompréhension, elle demande mais quel oncle? Et les amis montrent différentes photos à Lucie de l'oncle en question et Lucie est stupéfaite en voyant la personne présente sur les différentes photos. C'est son oncle qui s'était donné la mort. Elle explique donc que son oncle n'était plus en vie. Elle a même une copie de l'acte de décès, donc c'est l'incompréhension pour tout le monde. Tout le monde croyait Lucie et chacun ne comprenait pas comment il était possible qu'un mort ait pu se rendre à cette soirée. Et rappelez-vous, dans l'immeuble en question, il n'y avait pas d'ascenseur, simplement un escalier. Donc si quelqu'un était passé à la soirée, peut-être quelqu'un qui ressemblait à son oncle et qui était ensuite parti, elle l'aurait forcément croisé dans les escaliers, mais elle en est sûre, elle n'a vu absolument personne. Malheureusement, Lucie n'a plus les images en question, mais elle les avait envoyées à des professionnels et les professionnels lui ont certifié que les différentes images n'étaient pas truquées. C'est une histoire que j'ai trouvée très triste parce qu'on parle d'un côté d'un décès d'un membre de la famille, mais d'un autre côté une histoire assez particulière car là on aurait plusieurs témoins d'un événement paranormal. Plusieurs personnes ont vu quelqu'un qui est déclaré décédé et en plus cette apparition ne devait pas se différencier d'un être humain. C'était pas comme une ombre qu'on pouvait voir, une sorte d'image légèrement transparente, absolument pas. De ce qu'on peut comprendre vis-à-vis du témoignage de Lucie, l'oncle décédé, si on croit au paranormal évidemment, est apparu pendant cette soirée comme si il était encore en vie. Dans cette nouvelle histoire, je vais vous partager le témoignage de quelqu'un que nous allons appeler Anna.
Anna nous partage quelque chose qui s'est passé durant l'année 2019. Pour donner du contexte, elle nous explique qu'elle avait emménagé dans une nouvelle ville avec son petit ami. Elle n'allait pas bien du tout mentalement parce qu'elle avait quitté son ancien domicile où son père s'était donné la mort. Donc, sachant que c'était un drame assez récent, Anna, psychologiquement, n'allait encore pas très bien. Ce qui est évidemment complètement compréhensible. D'ailleurs, pour essayer de trouver un peu de réconfort, trouver une autre source d'amour peut-être, Anna et son petit ami ont décidé d'aller dans un refuge pour adopter un chat. Une des décisions qu'elle considère comme une des meilleures décisions de sa vie. Au bout de quelques semaines, après l'adoption du chat, Anna allait petit à petit, même si le chemin était long, mieux. Donc elle s'est dit qu'il fallait qu'elle sorte, prendre l'air. Elle a toujours aimé prendre soin de ses cheveux, donc elle a pris rendez-vous chez le coiffeur. Un rendez-vous qui s'est très bien passé. Elle était de très bonne humeur après le rendez-vous parce que les gens ont été très sympathiques à son égard. Elle était également très satisfaite du résultat. Et une fois rentrée à la maison, sachant qu'il était un peu tard, plutôt que de se faire à manger, elle a décidé de se commander quelque chose à manger. Elle passe sa commande et un peu plus tard, le livreur l'appelle car il dit avoir du mal à trouver là où vit Anna. Elle lui explique donc tant bien que mal, et finalement, un peu plus tard, quelqu'un sonne à sa porte. Anna récupère sa commande et le livreur, avant de s'en aller, demande s'il peut brancher son téléphone quelques instants pour le recharger, car il n'a plus de batterie. Détail qui n'a pas tout de suite interpellé Anna, sachant qu'ils avaient passé un petit moment au téléphone quelques minutes avant. Anna, évidemment, est assez hésitante, mais un peu machinalement, elle murmure un léger oui. Elle essaye de se rattraper rapidement en disant qu'elle comptait manger, que ça ne l'arrangeait pas du tout, mais sachant que le livreur a tout de suite compris le oui, mais occulté totalement ce qu'a dit Anna après, il avait déjà commencé à rentrer dans le domicile, donc Anna ne pouvait pas lui fermer la porte au nez. Du coup, Anna se dit que elle va faire en sorte que le livreur cherche son téléphone le plus vite possible. Elle le laisse entrer, elle lui indique tout de suite où il y a une prise. L'homme cherche son téléphone et Anna nous explique que dans son domicile, quand on rentre dans l'appartement, il y a une sorte d'entrée et sur le côté il y a la salle de bain, les toilettes et il y a une porte qui permet d'accéder aux pièces à vivre, porte qui est souvent fermée quand Anna reçoit une commande pour éviter que son chat s'enfuit. Le livreur, après avoir branché son téléphone, propose à Anna d'aller dans le salon pour qu'elle puisse manger, discuter un petit peu. Anna refuse, elle dit qu'elle va attendre que le livreur s'en aille parce que son chat est un peu sauvage. Et là, le livreur commence donc à entamer une conversation. Il commence à poser des questions assez personnelles. Anna, elle, essaye à chaque fois de rester plutôt évasive. Et à un moment donné, le livreur demande s'il peut avoir un verre d'eau. Anna dit qu'elle va aller lui en chercher un, donc elle va dans la pièce à vivre, elle referme la porte derrière elle et elle sent pendant qu'elle sert un verre d'eau qu'elle a un malaise, donc elle décide de prendre une précaution supplémentaire. Elle prend un couteau qui était sur son plan de travail dans la cuisine et elle le place dans sa poche. Elle retourne dans l'entrée, elle donne le verre d'eau au livreur et l'homme, lui, continue de poser quelques questions. Anna essaie de gagner du temps, elle reste évasive, elle ne peut pas créer une conversation, elle veut seulement que le livreur s'en aille. Donc elle remarque qu'à un moment donné, le téléphone s'allume, indiquant qu'il est assez chargé. Elle dit donc au livreur: je pense que votre téléphone a bien chargé, vous pouvez y aller. Sauf qu'à ce moment-là, elle remarque un changement d'attitude radical de la part du livreur. Son regard change. Elle nous dit, selon ses mots, que son regard se transforme en regard mauvais. L'homme fait un pas vers Anna. Il lui dit qu'elle n'a pas à élever la voix contre lui, qu'elle lui doit le respect. Anna, elle, essaye de garder son calme, même si intérieurement elle est en panique. Elle dit qu'elle l'a demandé poliment et qu'elle n'a pas crié, ce qui est vrai. L'homme continue de mettre la pression à Anna, il se rapproche de plus en plus d'elle. Anna, elle, est acculée contre le porte-manteau. Anna, elle, a la main sur sa poche, elle serre le couteau et l'homme, lui, passe ses mains sur les bras de Anna qui était dénudée. On était en été, donc elle était en débardeur. Anna a mis quelques secondes à le repousser. L'individu a rigolé et a commencé à se rapprocher de nouveau. Anna a dit d'un ton sec que l'homme n'avait pas à la toucher et qu'il était temps pour lui de partir. L'homme avait un grand sourire sur son visage, mais il semblait hésitant. Anna, elle, serrait le couteau dans sa poche, tellement fort qu'elle s'en faisait mal. Et finalement, l'homme a récupéré ses affaires et il est parti. Une situation qui a bien tourné pour Anna parce qu'elle ne savait pas si elle aurait eu le courage de se servir du couteau si jamais l'homme avait décidé de prendre une autre décision. Une fois que l'homme a quitté l'appartement, Anna s'est précipitée pour verrouiller la porte à clé. Mais le stress ne s'est pas arrêté là. Elle nous dit que devant la porte de son appartement, il y a une lumière
un détecteur de mouvement qui s'allume quand quelqu'un passe mais qui s'éteint assez rapidement. Et là, la lumière ne s'éteignait pas, donc elle avait l'impression qu'en fait l'homme n'était pas encore réellement parti. Anna a patienté, elle a appelé son petit ami pour tout lui expliquer et après c'est le trou noir. Son petit ami lui est rentré, il a trouvé Anna en boule dans le lit, le couteau fermement serré dans sa main et si serré qu'elle en avait des marques. Elle était clairement en état de choc. Un médecin a été appelé pour qu'il puisse lui donner de quoi la déstresser, essayer de faire relâcher l'anxiété qui avait complètement pris le contrôle de Anna. La situation lui a été racontée évidemment et le médecin pense que en fait le livreur a vu dans cette situation-là une bonne occasion de faire peur à quelqu'un. Mais il ajoute qu'il y a eu beaucoup de chance dans la situation pour que Anna ne se serve pas du couteau parce que les choses auraient pu prendre une tournure complètement différente si effectivement il y avait eu un blessé ou un mort. Bon, après j'ai tendance à penser que si jamais Anna s'était défendue parce que l'homme cherchait à l'agresser, je préfère personnellement que ce soit le livreur qui en paye le prix plutôt que Anna. La police a été contactée, mais Anna explique qu'elle a été clairement inutile car il n'y avait pas d'effraction, pas d'agression, pas de blessure. Ils ont même dit à Anna qu'elle avait probablement surréagi et qu'il ne fallait pas qu'elle réagisse comme si elle allait tout simplement plus vivre. Ils n'ont pas pris en compte clairement l'état de choc dans lequel elle se trouvait. Et évidemment, cette situation, sachant que initialement déjà, Anna était dans un état psychologique assez faible, a eu des répercussions énormes. Elle avait peur de se retrouver seule, d'ouvrir la porte. Elle a dû consulter un psychologue pour essayer de se sentir mieux. Le cumul du choc de la perte de son père et de cet événement lui ont développé une maladie qui ont atteint sa vue, son ouïe. Toute cette situation a duré longtemps, plus longtemps que simplement la soirée où se sont passés ces terribles événements. Mais Anna, dans le témoignage qu'elle a partagé, finit sur une note quelque peu positive. Elle nous dit que bientôt, elle compte essayer de renouer avec la vie. Elle va chercher des petits boulots à temps partiel pour essayer de se sociabiliser un peu plus, de ne pas se laisser abattre pour, selon ses mots, vivre de nouveau. Elle vit encore des moments difficiles aujourd'hui, mais elle s'accroche et je pense qu'à l'unisson, on peut tous lui souhaiter de vivre une vie heureuse, qu'elle ne retraverse plus jamais ce genre de moments. Alors certes, il y aura toujours des moments difficiles, mais que les moments de bonheur soient plus nombreux pour elle, parce que c'est clairement tout ce qu'elle mérite. Je voudrais également finir concernant cette histoire par quelque chose que je trouve choquant. Déjà, c'est la réaction de la police, évidemment. Et je sais, et ça a été le cas pour Anna, que dans beaucoup de situations de ce genre, les victimes se sentent en partie responsables de ce qu'il s'est passé. Et ce n'est pas de leur propre pensée qu'elles imaginent cela, c'est parce que la police, par exemple, ne prend pas au sérieux ce genre d'événement. Ça peut être la police, ça peut être des amis de la famille qui remettent en cause la parole de la victime. Et Anna nous dit que c'est ces séances avec le psychologue qui ont permis d'une prise de conscience. Cette prise de conscience, c'est de se rendre compte qu'elle était une victime dans la situation. Et beaucoup de personnes qui sont victimes de ce genre de choses s'imaginent être responsables alors que ce n'est absolument pas le cas. Dans cette nouvelle histoire, je vais vous partager quelque chose de quelqu'un que nous allons appeler Millie. Millie nous explique qu'au moment où se passent les faits de son histoire, elle était en 5e et donc elle était âgée d'environ 12 ans. Et elle a installé une application et elle se dit avec le recul qu'elle était probablement trop jeune pour installer ce type d'application. Elle a dit qu'elle avait installé Snapchat. Et en fait, avec une de ses amies, que nous allons appeler Sacha, elle s'amusait à ajouter des personnes de manière aléatoire, c'est-à-dire des personnes qu'elle ne connaissait pas. Effectivement, dans l'application, il y a parfois des suggestions de personnes qu'on peut parfois connaître. Ça peut être l'ami d'un ami ou pas du tout. Il se trouve que pendant une certaine période, Millie avait cassé son téléphone, donc son compte Snapchat était sur le téléphone de son ami Sacha. Et quand elle a récupéré un nouveau téléphone et donc qu'elle a récupéré un nouveau compte, elle a remarqué une conversation qu'elle n'avait pas avant. Une conversation avec un garçon que son ami, en fait, quand elle avait le compte de Millie, avait ajouté. Elle a regardé l'historique de la conversation et la personne a dit « Est-ce que c'est machin ?» et Sacha, l'ami, avait répondu non. Donc, un peu curieuse, Millie a entamé une conversation avec cet individu. Elle était assez naïve et elle a parlé quand même pendant quelques temps avec lui, 3 mois environ, et elle ne voyait pas forcément de problème. Elle pensait en fait parler avec un jeune garçon qui disait avoir 16 ans. Elle avait déjà envoyé une photo d'elle, rien de déplacé, simplement une photo de sa tête, et le jeune garçon en face lui demandait régulièrement de lui envoyer des photos de ses pieds. Jamais Millie n'a envoyé ça parce qu'elle trouvait ça bizarre et
dégoûtant, et un jour, à force d'essuyer des refus, le jeune garçon en face a complètement pété un câble. Il est devenu fou et il a menacé Millie en disant qu'il allait la pirater, faire exploser ses appareils électroniques, et qu'il ne ferait rien si jamais Millie acceptait de lui envoyer une photo de ses pieds ou une photo assez suggestive, par exemple une photo de ses fesses. Pour illustrer ce qu'il voulait dire, il a envoyé lui-même des photos de ce qu'il attendait, et comme vous pouvez vous en douter, c'était des photos issues de contenu pour adultes. Donc Millie, qui n'avait jamais entendu parler de sexualité ou quoi que ce soit, eh bien a vu son innocence s'envoler à l'âge de 12 ans. Toute cette situation a paniqué Millie, donc elle est allée tout avouer à sa grande sœur. Grande sœur qui a très bien réagi, car elle est directement allée voir les parents. La mère de Millie est allée directement la voir, elle a pris son téléphone et elle l'a emmenée à la gendarmerie. Millie, avant de donner son téléphone, avait reçu une dernière photo. C'était la même photo qu'elle avait en fait envoyée à l'individu de Snapchat, celle où on voyait sa tête, et en fait il y avait comme des lignes de code informatique, et elle, ça l'avait paniqué parce qu'elle pensait que la personne pouvait réellement la pirater. Sauf que la police l'a rassurée en disant qu'en fait c'était un simple photomontage, un truc très bête par rapport à la photo qu'elle avait envoyée. On peut trouver ça assez gros, mais il faut bien se mettre en tête qu'à ce moment-là dans l'histoire, Millie n'a que 12 ans. Donc si quelqu'un lui dit je vais te pirater et il envoie des trucs un peu difficilement compréhensibles, des lignes de code ou ce genre de choses, ça peut faire peur parce qu'à 12 ans, on ne sait pas forcément discerner le vrai du faux. La police a pris le témoignage de Millie, mais ils ne pouvaient pas faire grand chose en l'état avec les différentes informations. Ils ont juste pris le témoignage au cas où que ce genre de choses ne se reproduisent, qu'il y ait plus d'informations à l'avenir. Millie, elle, a totalement supprimé son compte Snapchat et elle a eu beaucoup de mal à en réinstaller un plus tard pour communiquer avec ses amis. Mais cette expérience lui a servi de leçon, car quand elle a recréé un nouveau compte, des années plus tard, là, elle n'a ajouté que les personnes qu'elle connaissait réellement. C'est là que son témoignage se termine. C'est un témoignage que je tenais à partager, surtout pour les plus jeunes qui peuvent me regarder. Dans cette histoire-là, Millie, on peut dire, l'a échappé belle. Pourquoi? Parce que elle n'a jamais envoyé de photos d'elle qui pourraient être assez particulières ou qui pourraient la mettre dans des situations assez compliquées. Je m'explique. Elle a envoyé simplement une photo d'elle. Aujourd'hui, avec la technologie qui se développe, ça peut être simplement déjà ça, problématique. Une personne mal intentionnée aurait pu mettre son visage sur des vidéos truquées avec de l'intelligence artificielle, faire des deepfakes. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est comme si, pour illustrer les choses, vous me voyez moi et je fais un montage pour que sur mon visage soit greffé le visage de Squeezie, mais c'est extrêmement réaliste. Eh bien, certaines personnes, notamment pour des célébrités, et si je ne m'abuse, ça concerne surtout les femmes, donc ça peut être des actrices, des streameuses, des youtubeuses, qui voient par des personnes mal intentionnées leur visage est greffé sur des actrices de contenu pour adultes. Dans le cas de Millie, c'est quelque chose qui aurait pu arriver, mais sa naïveté de l'époque aurait également pu faire qu'elle envoie des photos un peu dénudée, alors qu'en face d'elle, elle avait clairement affaire à un prédateur d'enfants, car elle est persuadée que la personne avec qui elle échangeait n'était absolument pas quelqu'un qui avait 16 ans. Et si jamais elle avait envoyé ce type de photos, sachant que la personne en face avait l'air de sauvegarder le contenu qui lui était envoyé, il est possible ensuite qu'il la fasse peut-être chanter, c'est-à-dire qu'il va lui dire « envoie-moi d'autres photos, sinon celle que tu m'as déjà envoyée, je la diffuse à tous tes amis ». À ta famille, donc ça crée un cercle vicieux, ou alors il aurait pu carrément diffuser ses photos sur des sites où se retrouvent des prédateurs d'enfants. Donc, toujours faire très attention dans ce genre de situation. Merci beaucoup Millie pour ton témoignage, je ne doute pas que cette expérience t'a servi de leçon, probablement que tu fais maintenant extrêmement attention, et on ne peut que t'en féliciter, en espérant aussi d'ailleurs que cette expérience-là ne t'a pas trop traumatisé non plus, que ça ne t'a pas bloqué sur certains aspects de ta vie. Dans cette nouvelle histoire, je vais vous partager le témoignage de quelqu'un que nous allons appeler Johnny. Johnny nous dit que nous sommes aux alentours de 2011 et qu'à l'époque, il travaillait comme conducteur d'engins de chantier et qu'il était amené souvent à se déplacer. Et au moment de l'histoire, il allait devoir travailler sur un gros chantier pendant un certain moment, assez long, donc il s'est dit que ce serait peut-être plus intéressant pour lui et sa famille de déménager plus proche de ce chantier, comme ça il ne serait pas amené à être en déplacement régulièrement et il pourrait passer plus de temps avec sa famille. Donc, toute la famille s'accorde sur le fait de déménager. Il déménage dans un village, alors j'espère que je le dis bien, mais c'est le village de Gros-Tanquin, dans une maison à 2 étages. En gros, il y avait un logement au rez-de-chaussée et un logement à l'étage. Lui, avec sa famille, emménage au rez-de-chaussée. L'école se trouvait en face du domicile, à une vingtaine de mètres, donc pour les enfants c'était parfait. Et un jour, Johnny commençait assez tôt, vers 4 h du matin, et il finissait vers 14 h. Et ensuite c'était une autre équipe qui prenait le relais, donc Johnny est allé travailler, et
milieu d'après-midi, il est rentré chez lui. Il était environ 15 h, Johnny est rentré et sachant qu'il s'était levé très tôt, il était assez fatigué donc il a pris la décision d'aller se reposer un peu sur le canapé. Sa fille faisait la sieste avec la mère de famille dans le lit. Et à un moment donné, alors qu'il s'était endormi dans le canapé, Johnny a été réveillé en sursaut parce qu'il avait l'impression que quelqu'un lui avait attrapé la tête. Mais au niveau du front, comme si en fait quelqu'un avait posé sa main sur son front et appuyé. C'était assez violent de ce qu'il dit, il sentait même comme une sorte de courant électrique qui lui passait dans le crâne. Johnny se débattait et, détail très particulier, il n'arrivait pas du tout à ouvrir les yeux à ce moment-là pour voir ce qu'il se passait. Il ne sentait que la fameuse pression sans rien voir. Ça a duré 5 bonnes minutes. Pour Johnny, sachant qu'il souffrait réellement, ça lui a semblé durer une éternité. Et c'est au bout de ces 5 minutes que là, il a réussi à ouvrir les yeux. Il n'y avait personne, il s'est levé, il tremblait, il était extrêmement sonné, clairement comme si en fait il s'était pris une décharge électrique. Il s'est donc levé, il s'est précipité vers la salle de bain, il a ouvert les robinets, il s'est un peu passé de l'eau sur le visage pour essayer de retrouver ses esprits, sachant qu'il avait ensuite le visage complètement humide, il a pris une serviette, il s'est essuyé le visage et là il a regardé son reflet dans le miroir. Et tout de suite, son regard s'est posé sur son front. Et ce qu'il a vu, ça lui a fait peur sur le coup. Il avait la marque de 3 doigts sur le front comme si quelqu'un avait posé ses 3 doigts de manière forte, brutale, sur son front. Les doigts étaient larges, pointus en leurs extrémités et sans se faire attendre, Johnny s'est enfui. Il a quitté le logement, il a pris son véhicule, il s'est éloigné de chez lui. Il s'est garé à quelques kilomètres plus loin, il est sorti, il a fumé une cigarette pour essayer de se détendre, reprendre ses esprits, il était encore complètement sonné et là, ayant retrouvé un peu plus de calme au bout d'un certain temps, il s'est regardé dans le rétroviseur pour analyser plus ces fameuses marques, sauf que là, elles avaient disparu. Il est ensuite rentré chez lui et depuis ce jour, il ne sait pas ce qui s'est passé. Il est persuadé que ce n'était pas un rêve, ce n'était pas une paralysie du sommeil, donc il n'explique en fait clairement pas ce qu'il a vécu à ce moment-là, pendant sa sieste. Quoi qu'il en soit pour lui, c'est sûr et certain, il a vécu quelque chose de paranormal. C'est là que son témoignage se termine, une histoire qui lui a fait profondément peur et on peut le comprendre. C'est le genre d'histoire que je n'ai pas l'habitude de voir, enfin pas l'habitude de voir, je m'entends, ce que je veux dire par là c'est que oui, des histoires où des personnes sont victimes d'événements paranormaux qui leur laissent des traces, ça j'en ai vu beaucoup, mais ce truc de la décharge électrique, ça par contre, je ne suis pas sûr de l'avoir déjà vu ailleurs. Alors évidemment, ça aurait pu être très pratique d'avoir une photo de ces fameuses marques. Après, je peux totalement comprendre que dans ce genre de circonstances, quand on vit les choses, on ne se dit pas tiens, je vais prendre un petit selfie histoire de garder un souvenir de ce qui s'est passé. On veut plutôt vite passer à autre chose. Qu'est-ce que ça aurait pu être? Peut-être, alors ça va être paranormal évidemment, un démon peut-être. Pour moi c'est pas un poltergeist parce qu'il s'en prend pas directement aux êtres humains. Donc ouais, j'aurais peut-être tendance à dire un démon, mais faudrait que je demande à la médium avec qui je suis en contact ce qu'elle pense de ça. Ça pourrait être intéressant. Dans cette nouvelle histoire, je vais vous raconter ce que m'a partagé Antoine. Antoine nous explique qu'au moment des faits, il était âgé de 11 ans. Il vivait chez ses parents dans une maison, âgé de ses 2 petits frères qui avaient 5 et 8 ans. Pour donner un peu de contexte à l'histoire, il nous dit que la maison de ses parents, là où il vivait, était encore en travaux. C'est pour dire le garage n'était pas encore terminé, il n'y avait pas encore de portail pour donner un accès à la maison. Donc concrètement, tout le monde pouvait rentrer dans la maison comme il le voulait. Pas de portail pour protéger l'entrée et en plus le garage donnait accès à l'intérieur de la maison. Un jour, à cause de son travail, le père d'Antoine a dû partir à l'étranger pendant une certaine durée, c'est-à-dire 2 mois. Donc, selon ce que dit Antoine, il a laissé la maison entre guillemets sans protection pendant un certain temps. Un soir, la mère d'Antoine lui a demandé de sortir les poubelles. Chose qu'Antoine a fait, non sans peur parce que il faisait complètement nuit dehors. Et déjà, au moment où il a mis un pied dehors, il a senti une sensation assez bizarre lui traverser le corps. Une sensation de malaise, comme s'il sentait quelqu'un le regarder. Quoi qu'il en soit, il a décidé d'aller outre cette sensation et d'aller jeter les poubelles. Après, il est rentré chez lui. Il a dit à sa mère en rentrant qu'il s'était senti un peu bizarre, mais sa mère n'a pas pris forcément la chose au sérieux. Pour elle, c'était simplement son garçon qui avait eu un peu peur du noir. Sauf que son petit frère, le plus jeune, celui âgé de 5 ans qui était donc très naïf, a dit une question qui, encore aujourd'hui, résonne dans la tête d'Antoine. Il a dit « Maman, pourquoi il y a un monsieur caché derrière la porte ?» La mère de famille, ne voulant apeurer personne, a dit « T'inquiète pas mon chéri, c'est un copain de papa qui joue à cache-cache avec nous. » Et ensuite, elle a dit à son fils d'aller se coucher. Après cela, la mère a tout de suite indiqué à Antoine d'appeler la police, pendant que elle allait discrètement regarder
les enregistrements de caméras, car il y avait, sachant qu'il n'y avait pas vraiment de sécurité autour de la maison, des caméras qui avaient été installées au cas où. Et effectivement, il y avait bien un homme qui était caché au niveau de la porte d'entrée. Alors qu'Antoine était au téléphone avec la police, sa mère n'était plus directement avec lui, il s'est encore une fois senti observé. Il avait la même sensation qu'il a ressentie quand il était dehors en train de sortir les poubelles. Donc il s'est retourné vers ce qu'il pensait être l'origine de cette sensation étrange, et il a vu à la baie vitrée du salon un homme cagoulé qui avait une sorte de sac en bandoulière, mais dans sa main, il avait un couteau. Antoine s'est mis à pleurer. Pour lui, ce qu'il avait devant les yeux, c'était clairement une vision d'horreur, et il a été sauvé par le gong. Il a entendu les cris de son voisin, un homme assez imposant, qui disait à la personne cagoulée de lâcher son arme et de se mettre à terre. Le voisin était d'ailleurs lui-même armé d'un fusil. Il se trouve en fait que le père de famille avait demandé au voisin avec qui il s'entendait bien de garder un œil sur la maison au cas où, et le voisin avait en fait remarqué l'homme qui regardait Antoine quand il était parti jeter les poubelles. Donc ça avait attiré son attention et il a décidé de faire un tour de la maison, et c'est là qu'il est tombé en fait sur l'individu devant la baie vitrée alors que lui était armé de son fusil. Donc la police, elle, est venue, l'homme a été interpellé et il a été emprisonné pour tentative de cambriolage. Il avait déjà fait d'autres tentatives de cambriolage dans d'autres domiciles, il a été même reconnu coupable de certains cambriolages qu'il avait réellement réalisés, et de plus, il avait fait une tentative de meurtre sur mineur, d'où le fait qu'il a été envoyé directement en prison. C'est une histoire qui a marqué Antoine et sa famille. Antoine n'était déjà pas très à l'aise dans le noir, mais à la suite de ces événements, eh bien, il nous dit que sa peur du noir n'a été qu'accentuée de peur de retrouver encore une fois un réel danger dans l'obscurité, là où il ne peut pas voir. Merci Antoine pour ton témoignage. Bon, c'est une histoire qui finit bien, heureusement. La personne qui te faisait peur et qui voulait peut-être faire du mal à ta famille a été mis hors d'état de nuire. Et ça, je trouve que c'est la situation à chaque fois dont on peut toujours se satisfaire. Dans ce nouveau témoignage, je vais vous présenter ce qu'a partagé Stacy. Stacy nous dit que son histoire se passe alors qu'elle était âgée de 14 ans et elle vivait dans un village qui, lui, se situait juste à côté d'un lac. Avec une de ses amies, elle s'était inscrite à une activité extrascolaire. Cette activité, c'était des cours de photographie en argentique. Un jour, alors qu'elle devait réaliser cette fameuse activité, la personne qui enseignait justement les cours de photographie a proposé à tout le groupe d'étudier cette fois-ci autour du fameux lac qui était à côté du village. Le but était simple, voir un autre paysage, travailler sur autre chose que simplement la cour de l'école. Sauf que, petit détail à prendre en compte, le groupe de personnes qui participaient à cette activité, eh bien, était un groupe de 7 personnes. Donc, le professeur qui emmenait en voiture les différentes personnes qui participaient à l'activité au bord du lac a dû faire plusieurs allers-retours pour pouvoir emmener tout le monde. Stacy et son amie faisaient partie du premier groupe, donc elles ont dû attendre un petit moment, le temps que le professeur fasse d'autres allers-retours et qu'il puisse ramener tout le monde. Avant de partir pour aller chercher l'autre groupe, le professeur a demandé à Stacy et à son amie de commencer à prendre des photos. Donc les deux jeunes filles se sont exécutées une fois le professeur parti. Elles ont commencé à faire un peu le tour du lac, à prendre différentes photos. L'endroit était plutôt joli, très calme, vraiment paisible, et les deux jeunes filles étaient sur un chemin qui longeait le lac, et au bout du chemin, il y avait une zone où il y avait des bungalows d'un hôtel de luxe, une zone qui était notamment utilisée par des personnes pour se promener ou balader leurs chiens. Les deux jeunes filles marchaient tranquillement, ne se souciant de rien mis à part du paysage qui les entourait. Et c'est là qu'elles ont vu quelque chose. Il y avait un homme au bout du chemin, un homme qui se démarquait de par son apparence car il portait une cagoule. Tout de suite, les deux jeunes filles, en apercevant cet individu, se sont figées sur place. Leurs regards se sont croisés et elles ont vu qu'il tenait quelque chose dans sa main. Et non, ce n'était absolument pas un couteau. Ce qu'il tenait, c'était son appareil reproducteur. L'homme était en train de se caresser lui-même en regardant les deux jeunes filles. Je pense qu'il est bon de rappeler que les deux jeunes filles ont 14 ans. Elles étaient donc extrêmement sous le choc, bien qu'il n'y ait pas d'âge pour être choqué de ce type de comportement. Et pour continuer de faire le tour du lac, elles étaient obligées de passer devant cet homme, mais elles ont pris une bonne décision, celle
de passer par un autre chemin. Et sur cet autre chemin, elles ont fait la rencontre d'une dame qui était au fait qu'il y avait un homme qui avait des agissements assez bizarres. Elle a prévenu les deux jeunes filles, mais à leur réaction, elle a compris qu'elles avaient déjà assisté au spectacle qu'elles n'auraient préféré pas voir. Donc, pour s'assurer de leur sécurité, la dame a accompagné Stacy et son amie jusqu'au point de rendez-vous, là où le professeur était censé revenir. Stacy ne sait plus si elle a parlé de ce qu'il s'est passé au professeur, mais ce dont elle est sûre, c'est que la police n'a pas été prévenue, donc elle ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé à la suite de la rencontre avec cet individu. Quoi qu'il en soit, le temps a passé ensuite et elle a repensé à cette expérience assez sordide qu'elle a vécue pendant un cours de psychologie. Le professeur de psychologie en fait expliquait le comportement des exhibitionnistes et ça a fait sens, c'est quelque chose que Stacy et son amie qui étaient encore dans la même classe ont compris. Le professeur a en fait expliqué que ce qui excitait les exhibitionnistes, c'était non pas de se toucher devant quelqu'un, non, le truc qui les excite vraiment, c'est de voir la terreur en face d'une personne. Et effectivement, voir quelqu'un se caresser sans qu'on s'y attende dans un endroit complètement inapproprié, c'est quelque chose qui peut nous surprendre et nous faire peur. Et c'est justement ce sentiment-là qui les excite et qui le recherche. Donc, ce que le professeur explique, c'est que pour se libérer de cette situation, ce qu'il faudrait faire, c'est en réalité se moquer de l'exhibitionniste, voire même de se moquer de la partie intime qu'il exhibe. C'est là que l'histoire de Stacy se termine. Une expérience assez surprenante, on peut comprendre, je pense, qu'elle ait marqué notre chère amie et qu'elle ait été mal à l'aise pendant un certain temps après ces événements. Une histoire qui nous a permis, en tout cas à moi, qui m'a permis d'apprendre quelque chose, comment je pourrais me comporter si un jour je suis amené à faire face à ce type de comportement. Du coup, merci Stacy pour l'histoire et pour la petite leçon. Dans cette nouvelle histoire, je vais vous présenter le témoignage de quelqu'un que nous allons appeler Karim. Au moment des faits, il était âgé de 14 ans. Il habitait dans un village de l'île de Mayotte et il a eu, de ce qu'il nous dit, une enfance plutôt paisible. Il avait un groupe d'amis avec qui il s'entendait extrêmement bien et un samedi, il jouait avec son groupe d'amis. Il traînait avec eux ici et là et à un moment donné, un des amis du groupe a proposé de faire un barbecue sur la plage. Idée qui a enchanté tout le monde. Donc le groupe d'amis est parti vers la plage et Karim nous explique que pour s'y rendre, il fallait traverser des petites forêts. Ils avaient au préalable préparé tout ce dont ils avaient besoin et ils ont réussi à se rendre sans souci sur la fameuse plage en question. Le barbecue s'est très bien passé, le groupe d'amis passait un excellent moment, si bon qu'ils ne voyaient même pas l'heure passer et on est donc rapidement arrivé vers la fin de journée, vers 18-19 h, un moment où le soleil commençait à se coucher tranquillement. Et à ce moment-là, un des amis de Karim a eu un mauvais pressentiment. Mauvais pressentiment qu'il a partagé aux autres membres du groupe. Il a dit qu'il sentait que quelque chose n'allait pas, qu'il ressentait comme si le groupe était observé. Néanmoins, avec l'effervescence du bon moment qui était passé par le groupe d'amis, eh bien tout le monde a pris un peu ce discours-là à la rigolade. Donc les amis continuent de passer un bon moment pendant 1 heure de plus, et là vient l'heure de rentrer à la maison. Chacun décide de reprendre le chemin vers leur domicile. Sauf que, alors qu'ils sont sur le trajet, au début du trajet pour rentrer, un des membres du groupe dit avoir distingué une silhouette. Il l'avait vue à peu près au moment où l'autre ami avait indiqué ne pas se sentir très à l'aise, mais il a préféré garder le secret pour éviter de créer une panique collective. On pourrait penser que l'histoire s'arrête là, qu'il y a juste une sensation de malaise, mais non. Cette silhouette est réapparue alors que le groupe d'amis parlait de ce qui avait été vu. Comme le dicton peut le dire, quand on parle du loup, on en voit le bout de la queue. Les amis se sont retournés et effectivement, ils ont vu la silhouette en question avancer prudemment en leur direction. Le groupe d'amis, lui, sont dans la quasi-pénombre. Leurs téléphones, sachant qu'ils ont mis pas mal de musique pendant leur barbecue, sont déchargés. Donc ils sont un peu livrés à eux-mêmes à ce moment-là. Et la silhouette, qui se trouvait proche du groupe d'amis, a marché et elle n'a pas rejoint le groupe. Elle s'est un peu éloignée, mais elle s'est suffisamment rapprochée pour que Karim puisse voir un peu plus à quoi l'homme ressemblait. D'abord, le groupe n'avait pas peur, mais une pression est montée quand ils ont remarqué que cet individu-là, ils ne le connaissaient pas, alors que dans le village, tout le monde se connaissait au moins de visu. Autre détail troublant, l'homme avait dans sa main une machette. Le groupe était stupéfait. Ils n'avaient pas de réaction, ils n'ont pas pris leurs jambes à leur cou, ils n'ont pas crié ou quoi que ce soit, ils étaient tellement choqués de tomber devant ce type de spectacle que là, ils n'ont eu aucune réaction. Mais ils ont remarqué que l'individu
en passant, a lâché une note, un papier. Et un des amis était assez curieux, donc lui, une fois que l'homme s'est un peu éloigné, il s'est précipité sur le papier. Et en lisant ce qu'il y avait marqué dessus, il est devenu extrêmement pâle. Il y avait marqué sur le papier « Les enfants, vous êtes beaux et adorables, mais vous allez mourir aujourd'hui. Et vous n'y pourrez rien. Nous sommes 4 à vous observer depuis que vous êtes arrivés sur la plage. » Celui qui a lu le papier commence à courir, les amis le suivent, et ils ne savent pas vraiment comment, peut-être parce qu'ils connaissaient bien leur village, ils ont réussi à semer les individus. Ils ont entendu quelques voix venir de derrière eux, des voix aiguës, différentes, donc signe qu'il y avait bien plusieurs personnes qui disaient « Les enfants, où allez-vous » Karim et son groupe d'amis ont réussi à arriver chez eux, sains et saufs, et ils sont heureux d'avoir potentiellement évité le pire, mais ça, ils en ont eu la confirmation le lendemain. Car le lendemain, une nouvelle d'un drame est tombée sur le village. Cette nouvelle, c'est que 2 femmes qui se trouvaient sur la plage ont été abusés et assassinés. Donc Karim et ses amis pensent que si jamais ils étaient restés plus longtemps sur place, c'est le sort qui leur aurait été réservé. Karim ne sait pas si les individus ont été arrêtés, il n'a pas l'information. On ne peut qu'espérer que ce soit bel et bien le cas pour qu'un autre drame de la sorte ne se reproduise. Dans cette nouvelle histoire, je vais vous partager quelque chose qu'a raconté Manon. Manon commence son histoire déjà par une description d'elle-même. Elle nous dit qu'elle est âgée de 33 ans, mais que de par sa corpulence, généralement on la prend pour quelqu'un de bien plus jeune. Elle dit qu'il n'est pas étonnant que parfois on la prenne pour une jeune fille de 16 ans. Elle est vendeuse, une vendeuse plutôt souriante, et dans le magasin où elle était vendeuse, il y avait un couple qui venait assez régulièrement. Un couple de personnes âgées entre 60 et 65 ans, et au fur et à mesure du temps, sachant que le couple venait souvent, une sorte de relation amicale s'est créée. C'est pour dire, la femme du couple, au bout d'un moment, s'est mise à faire la bise à Manon. Manon, ça l'a gênée un petit peu, mais elle se dit, bon, je laisse passer, c'est une dame âgée, il n'y a aucun souci à se faire. Le temps a continué à passer, et cette fois-ci, c'est le mari de la dame âgée qui a commencé à faire la bise à Manon. Encore une fois, elle a laissé passer les choses, se disant qu'elle avait probablement l'âge de leur petite fille, et qu'il n'y avait rien de méchant derrière tout cela. Le temps a encore passé, et cette fois-ci, c'est le mari qui venait tout seul, et au-delà de faire la bise, il prenait également Manon dans ses bras. Encore une fois, Manon était assez mal à l'aise, mais elle ne disait rien. Mais à partir de ce moment-là, le mari a commencé à poser des questions de plus en plus intrusives. Il demandait où vivait Manon, il disait même qu'il l'avait déjà vue passer le matin, et Manon, elle, ne voyait pas forcément de mal à ça, parce qu'elle dit qu'elle avait par exemple des écouteurs roses qui faisaient qu'on pouvait la reconnaître facilement, et donc si l'homme lui disait tu n'habiterais pas à tel endroit, elle répondait oui j'habite bien là. Elle ne voyait pas forcément le danger à ce moment-là, et elle dit qu'elle aurait dû, parce que c'est à partir de là que le comportement est devenu encore un peu plus louche. L'homme continuait à chaque fois qu'il voyait Manon de lui faire la bise, mais ce n'était pas une bise un peu classique. À chaque fois il essayait de l'embrasser au coin des lèvres. Manon était de plus en plus mal à l'aise, mais d'un autre côté elle se disait mais c'est des personnes âgées, je me fais sûrement des films et je dois être paranoïaque. Il se pourrait bien que non. Plus tard, quand Manon sortait de chez elle, le vieil homme l'attendait. Manon à chaque fois lui disait qu'elle était pressée, qu'elle devait aller travailler, elle marchait vite, donc l'homme n'arrivait pas à la rattraper, mais le coup de l'attendre en bas de chez elle, c'est quelque chose que l'homme a répété entre 5 et 6 fois. Et à chaque fois qu'elle le voyait, Manon était extrêmement mal à l'aise. Son corps lui criait que la situation n'était pas normale. Du coup, son attitude a changé même dans le magasin où elle travaillait. Quand l'homme arrivait, elle faisait tout pour l'éviter. Mais un jour, elle n'a pas entendu l'homme venir dans le magasin et l'homme l'a surpris. Elle était en train de ranger quelques marchandises et en se retournant, elle est tombée nez à nez avec lui et lui était à 10 cm de son visage à peine. Donc là, elle a essayé d'instaurer une distance plutôt que de faire la bise comme elle le faisait habituellement. Bien qu'elle n'était pas forcément consentante pour ça, elle s'est reculée et elle lui a tendu la main pour lui dire bonjour. Sauf que l'homme, lui, a quand même essayé de se rapprocher pour lui faire la bise. Sauf que Manon a été assez catégorique là-dessus, elle comptait bien lui serrer la main. L'homme a consenti à serrer la main de Manon et il était assez choqué. Évidemment, Manon, elle, était bien plus à l'aise de saluer le vieil homme comme ça qu'avec une bise. L'homme semblait assez déçu et il a essayé de comprendre pourquoi Manon ne voulait pas lui faire la bise et Manon lui a dit clairement que ça la mettait mal à l'aise. Donc l'homme est reparti sans faire d'histoire. Les collègues de Manon ont assisté à la scène et ils ont tous été assez choqués du comportement de Manon, mais après qu'elle ait expliqué l'entièreté de la situation, là, ils ont tous compris. D'ailleurs, une des collègues de Manon a dit
que le vieil homme avait exactement le même comportement avec elle. Pendant un mois après cela, Manon n'a plus revu le vieil homme, elle l'a juste recroisé au bout de ces un mois, alors que lui passait devant le magasin. Il lui a fait un salut de la main, mais il n'a plus jamais tenté quoi que ce soit avec Manon ou même avec la collègue avec qui ça s'était déjà produit. Merci beaucoup Manon pour ton histoire, je comprends totalement que la situation t'ait mise mal à l'aise, on peut être qu'heureux que ça n'ait pas dégénéré plus que ça. Heureusement que le vieil homme a compris le message que tu as voulu lui faire passer. Après on peut se poser effectivement des questions sur le fait de pourquoi la dame, elle, ne venait plus. Alors si les personnes étaient âgées, évidemment, on peut penser à beaucoup de choses. Je ne vais pas chercher à trouver des réponses concernant le comportement de l'homme. On n'est pas sur une vidéo, on essaie de comprendre le comportement de personnes qui nous ont traumatisés. Donc, tant que toi, c'est terminé, on est content. Et on espère que ça n'arrivera plus. Dans cette nouvelle histoire, je vais vous partager quelque chose qu'a raconté une jeune femme que nous allons appeler Nina. Nina nous dit qu'au moment des faits, nous sommes à 2-3 semaines de ses 18 ans, en septembre 2019. Elle venait de rentrer à l'université à Cherbourg. Elle avait pris un appartement qui était à 10 ou 15 minutes à pied de son université. Pour contextualiser là où elle vivait, elle nous dit que c'était pas des immeubles qui avaient plein d'appartements, c'était en fait des petits immeubles où il y avait 8 appartements au total, 4 à l'étage, 4 au rez-de-chaussée. Il y en avait qui donnaient sur la rue, d'autres sur d'autres endroits, et entre les bâtiments, il y avait des parkings. Elle vivait dans un des appartements, c'était un studio, où elle avait sa cuisine en face de l'entrée, sa pièce à vivre qui était sa chambre étudiante, et dans son appartement, elle avait une seule fenêtre qui était assez grande. Elle était au rez-de-chaussée, et elle nous dit que son appartement, lui, ne donnait pas sur la rue, mais en face d'un talus. Au moment de l'histoire, elle n'y vivait pas depuis très longtemps, et elle nous explique qu'elle fermait son volet la nuit, et étant fumeuse, elle avait pour habitude de sortir pour fumer sa cigarette. Mais quand le froid a commencé à s'installer, là, elle réouvrait son volet la nuit pour fumer à sa fenêtre. Un soir, qui était un soir comme un autre, il était aux alentours de 22h30. Elle s'occupait, soit sur son téléphone ou sur son ordinateur, et elle a eu l'envie d'aller fumer. Donc elle a roulé une cigarette, et ensuite elle s'est dirigée vers la fenêtre pour ouvrir son volet. Sauf que, au moment où elle allait ouvrir son volet, elle a vu quelque chose. Elle a vu une clé qui transperçait le volet. En gros, sachant qu'elle comptait rouvrir le volet de temps en temps pour aller fumer, elle ne le fermait pas complètement. Donc il y avait des petits écarts entre les grilles du volet. Et en fait, la clé était passée dans un de ces écarts. Curieuse, notre amie a ouvert la fenêtre et elle a touché la clé pour être sûre qu'elle voyait bien ce qu'elle voyait. Et c'était effectivement une clé de maison. Et au moment où elle touche la clé, elle se retire. Donc là, en panique, comprenant qu'il y a bien quelqu'un derrière le volet, elle ferme le volet entièrement, elle ferme la fenêtre et elle se précipite pour aller se poser sur son lit. Elle est tétanisée. Elle prend son téléphone, elle envoie un message à sa copine pour lui dire ce qu'il se passe. Son amie essaie de la rassurer, elle dit que c'est peut-être quelqu'un qui fait une blague. Sauf que, étant nouvelle dans ce logement, en réalité, aucun ami ne sait où elle vit. Il n'y en a qu'un qui vit dans le même lot de bâtiment, donc elle lui écrit, et cet ami lui répond et dit qu'il va passer. Elle est toujours tétanisée sur son lit, et alors qu'elle prie pour que son ami arrive rapidement, elle entend un bruit sourd venir de son volet. Et dans la minute qui suit, elle entend quelqu'un sonner chez elle. Elle a bien demandé si c'était son ami, elle a demandé une preuve, et ayant la preuve que c'était bien l'ami en question, elle l'a fait rentrer, elle lui a tout expliqué. L'ami, lui, a fait un tour, mais il dit n'avoir rien vu, à part des personnes qui promenaient leur chien. Notre amie ne sait pas du tout ce qu'il s'est passé, elle s'est sentie régulièrement après observée, bien qu'à chaque fois maintenant elle fermait le volet complètement, mais en fait ce qui la terrifie, c'est d'une part, à partir de là elle se sent épiée, mais elle se dit aussi rétroactivement que pendant un certain temps, sans qu'elle ne le sache, elle était observée par quelqu'un. Pourquoi avoir mis des clés dans le volet? Ça, c'est un mystère. On ne sait pas. Elle a toujours l'impression que quelqu'un dans l'ombre de la nuit l'observe, et après ces événements, il y a eu le fameux confinement. Donc plutôt que de rester dans cet appartement où elle ne se sentait pas à l'aise, elle est retournée vivre chez ses parents, et après elle a emménagé avec son copain. Comme ça, elle n'a pas eu à remettre les pieds dans l'endroit qui l'a terrifiée, et ça c'est une très bonne chose. Mais cet événement a quand même créé un mécanisme de défense, c'est-à-dire que même en vivant chez son copain dans une maison, elle a tendance à toujours laisser la lumière extérieure allumée au cas où, de peur que quelqu'un soit là dans l'obscurité à l'observer. Merci beaucoup pour ton témoignage. Malheureusement, j'ai pas trop de choses à dire dessus. Le truc des clés, en fait, je suppose, après je ne sais pas vraiment la faisabilité de la chose, mais que peut-être c'était pour laisser une ouverture si jamais tu fermais ton volet entièrement pour pouvoir continuer de t'observer. Tu avais probablement
affaire à un voyeur. C'est quelque chose que je me dis, peut-être quelque chose de pire, mais ça je ne l'espère pas évidemment. Donc c'est assez compliqué à dire. En tout cas, le plus important dans ton histoire, c'est que tu aies retrouvé une sérénité en partant vivre avec ton copain. Là au moins, tu te sentiras beaucoup plus à l'aise et c'est compréhensible que dans l'appartement qui justement t'a créé ce traumatisme. Dans cette dernière histoire, je vais vous partager le témoignage d'Olivia. Olivia nous dit, pour contextualiser les choses, qu'elle travaillait dans un service de drive, c'est-à-dire qu'on pouvait commander nos courses sur internet et aller les récupérer à une certaine heure. Nos courses étaient directement placées dans le coffre. C'est un moyen pour les consommateurs de gagner du temps. Elle faisait ce travail-là dans la ville de Roubaix, dans le même temps où elle réalisait ses études. Elle avait des horaires assez variables, c'est-à-dire que parfois elle pouvait commencer très tôt le matin, comme par exemple à 4 h, ou dans l'après-midi vers 14 h. Donc, tout ça pour dire que ça lui arrivait parfois de partir de chez elle quand il faisait encore nuit. Elle nous explique qu'elle prenait le bus à ce moment-là parce qu'elle n'avait pas encore passé le permis de conduire. Donc son trajet était plutôt simple, elle avait juste à prendre un arrêt de bus qui se trouvait sur la grande avenue qui était pas très loin de chez elle, monter dans le bus et descendre à un arrêt qui n'était pas loin de son travail. Elle s'est rendue à l'arrêt de bus à pied et elle s'est installée à l'arrêt pour patienter le temps que le bus arrive. La grande avenue était quasiment déserte, il y avait très peu de circulation vu qu'il était encore très tôt. Elle avait mis ses écouteurs sur les oreilles, une habitude qu'elle avait prise parce qu'elle était assez régulièrement dérangée par des personnes qui tentaient de l'interpeller. Donc les écouteurs faisaient qu'elle pouvait faire comme si elle n'entendait rien. Elle patientait et à un moment donné elle a vu une voiture passer sur l'avenue. Mais cette voiture a commencé à ralentir devant l'arrêt de bus. C'est quelque chose que Olivia a remarqué plutôt facilement, surtout de par le fait qu'il n'y avait que très peu de voitures qui passaient. Il n'y avait aucune raison donc au fait que la voiture ralentisse comme ça, donc immédiatement Olivia s'est sentie quelque peu mal à l'aise, donc elle s'est levée et elle s'est écartée de la route, elle s'est reculée un peu. Après cela, la voiture est repartie, le bus est arrivé et Olivia est montée à l'intérieur. Elle a été mal à l'aise, mais elle se dit qu'elle a peut-être été paranoïaque vis-à-vis de la situation et qu'il n'y avait rien qui nécessitait une inquiétude à ce moment-là. Elle a fait sa journée de travail et la vie a continué. Une semaine plus tard, la même situation se reproduit. Et elle est sûre et certaine d'une chose, c'est que c'est la même personne. Le véhicule, bien qu'elle ne connaisse pas réellement les marques de voitures, etc., elle le reconnaît, ça semble être le même modèle et la même couleur, donc elle présume que la personne au volant est la même. Il y a encore ce jeu de ralentissement, Olivia s'écarte un peu de l'arrêt de bus et la voiture repart. Donc le bus ensuite arrive, Olivia monte dedans et elle fait sa journée de travail. Donc en fait, ce moment qui la met mal à l'aise, elle y pense pendant un temps, mais après ça ne se reproduit pas pendant quelques jours, donc elle passe à autre chose. Et à chaque fois d'ailleurs, elle se dit, sachant que pendant plusieurs jours ça ne se reproduit pas, elle se dit, bah là, quand je l'ai vécu pour la dernière fois, c'était la dernière fois. Donc elle se dit qu'en fait, tout cela, toute cette inquiétude n'était que le résultat d'une paranoïa. Mais elle a eu la confirmation que ce n'était pas le cas. Peut-être un mois après, on était dans des conditions assez différentes, c'est-à-dire qu'Olivia ne commençait pas tôt le matin, mais au début d'après-midi, il était entre 13 et 14 heures. Et là, la grande avenue où elle devait prendre son bus n'était pas complètement vide de circulation, mais à l'inverse, complètement bondée. Il y avait même des bouchons. Donc Olivia, elle, comme à son habitude, s'est rendue à son arrêt de bus. Elle avait ses écouteurs, sauf qu'à un moment donné, alors qu'elle patientait, elle a entendu son prénom être appelé. Donc, dans le doute, elle a enlevé son écouteur et elle a tendu l'oreille. Et elle a entendu de nouveau son prénom, donc elle en est sûre et certain, quelqu'un l'appelait. Elle a cherché un peu d'où venait ce cri et elle a trouvé l'origine de la voix. C'était un homme à l'intérieur d'un véhicule. Et là, elle en est sûre, encore une fois, le véhicule est le même que celui qui a ralenti plusieurs fois pendant ses rencontres précédentes. Le véhicule côté conducteur avait la fenêtre baissée, donc elle a pu voir qui était au volant, et c'était un homme d'âge d'environ 45 ans qu'Olivia ne connaissait absolument pas. Donc elle lui a demandé, bien qu'elle était mal à l'aise, est-ce que je vous connais? Et c'est là que l'homme, avec un grand sourire, va commencer à donner plein d'informations sur la vie personnelle d'Olivia. Il va dire, je sais que tu habites pas très loin, que tu travailles à tel endroit, que tu fais telles études à la fac, d'ailleurs est-ce que ça se passe bien? Donc en ayant tout ce jet d'informations personnelles à la figure, Olivia commence à paniquer. Elle rencontre quelqu'un qu'elle ne connaît pas du tout, mais lui semble connaître beaucoup de choses à son sujet. Donc elle ne répondait que très vaguement aux différentes interrogations de l'individu. Et l'homme va dire, est-ce que tu veux que je t'accompagne au travail, ce sera plus sympa pour toi que de prendre le bus. Olivia refuse, poliment, elle essaye de ne pas montrer qu'elle est littéralement paniquée, mais l'homme, lui, était quand même assez insistant. Olivia ne doit son salut qu'au fait que la circulation était très dense, donc l'homme n'avançait pas
puisqu'il parlait à Olivia quand il le pouvait, donc ça entraînait la colère d'autres automobilistes qui le klaxonnaient. Donc peut-être sous la pression des autres véhicules, l'homme finalement est parti. Le bus ensuite est arrivé, Olivia est montée, elle a essayé de se calmer un petit peu, elle a appelé son père. Elle lui a tout raconté et son père a essayé de se montrer un peu rassurant. Il dit peut-être que c'est quelqu'un que tu n'as pas reconnu, peut-être était-ce un client du drive qui a été servi par Olivia et il a vu son badge sur la veste, mais Olivia avait malgré tout un mauvais pressentiment et elle en a fait part à son père. Elle lui disait qu'elle ne voulait pas rentrer seule le soir même, qu'elle ne le sentait pas du tout, et donc son père a dit qu'il allait demander à son frère de venir la chercher. Olivia raccroche, elle arrive au travail, elle essaye de passer un peu à autre chose, mais elle avait beaucoup de mal, et c'est quelque chose qui devait se remarquer sur son visage. Parce que, effectivement, une des collègues d'Olivia, qui travaillait à la réception du drive, a demandé si tout allait bien, et ayant besoin probablement de faire sortir les choses, Olivia lui a raconté ce qui s'était passé. Et la collègue a fait le lien avec quelque chose qui s'est passé au travail même un peu plus tôt, avant qu'Olivia n'arrive. En fait, l'homme qui a interpellé Olivia s'est présenté sur son lieu de travail et a demandé à la voir. Elle n'était pas encore arrivée, donc l'homme est reparti. Et ça, pour Olivia, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc elle a parlé à son supérieur. Ensemble, ils ont regardé les enregistrements de caméras de sécurité. Et on voyait effectivement l'homme se rendre vers la réception du drive, mais on ne voyait pas son véhicule, il s'était garé en dehors du champ de vision de la caméra, donc impossible potentiellement de récupérer sa plaque. Parce que pour Olivia, c'en était trop, elle comptait porter plainte. Donc avec la plaque, elle aurait pu donner l'information à la police, mais sans l'avoir, elle pouvait pas faire grand chose à part porter plainte contre X. La collègue ajoute qu'elle avait demandé des informations à l'homme quand il s'est présenté, pensant que c'était un client. L'homme avait donné une carte d'identité, mais il n'y avait rien du tout qui le concernait dans la base de données du service. Donc, tout le monde pense qu'en réalité, il a donné une fausse carte d'identité. La journée a continué, non sans stress pour Olivia, et est venu le moment où il était temps pour elle de débaucher. Elle était littéralement affolée, pensant que l'homme pouvait se cacher n'importe où, et donc elle a attendu son frère en toute sécurité au niveau de la réception. Elle n'a pas quitté le service de drive pour attendre le frère à l'extérieur. Finalement, le frère est arrivé, Olivia lui en a un peu voulu parce qu'il s'était garé un peu loin, ce qui l'obligeait à marcher de manière assez précipitée. Elle lui a demandé pourquoi il avait fait ça, et le frère a dit qu'en fait il espérait que l'homme se repointe pour le confronter. Ils sont allés au poste de police, porter plainte contre X, mais Olivia n'a eu aucune nouvelle suite à sa plainte. Après cela, le temps a passé, tout aurait pu être fini, ça aurait pu être la dernière rencontre d'Olivia avec cet homme, mais ce n'a pas été le cas. Un jour, Olivia rentrait du travail en bus comme elle avait l'habitude, et en sortant du bus, elle est retombée sur l'homme qui l'avait mis mal à l'aise, qui l'avait paniqué au volant de sa voiture. Olivia a commencé à marcher rapidement et l'homme s'est mis à la suivre. Donc, voulant se démêler de cette situation qu'elle n'appréciait guère, elle a décidé de courir jusqu'à une zone piétonne où là, l'homme ne pouvait pas venir en voiture. Elle a réussi à rentrer chez elle en sécurité, à s'enfermer. Mais cette rencontre-là, c'était la rencontre de trop. En plus, elle avait appris, on ne sait pas de quelle manière, que cet individu en fait habitait proche de chez elle. Donc, ne se sentant pas du tout en sécurité, Olivia a pris une très bonne décision, la décision de déménager. Et à la suite de ce déménagement, elle n'a plus vu cet homme et on ne peut que lui souhaiter qu'elle ne le reverra plus jamais. Quelles étaient les intentions de cet homme? Dur à dire. Un homme à l'attitude très lourde, un homme qui avait d'autres ambitions. N'hésitez pas à dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et voilà les amis, on en a fini pour ces nombreuses histoires d'abonnés. J'ai fait un gros jet dans cette vidéo de 10 histoires. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout avoir réussi à retranscrire au mieux les témoignages qui m'ont été partagés. En tout cas, j'ai fait de mon mieux. Merci du fond du cœur à tous ceux qui m'ont partagé des histoires que j'ai racontées ici et que je n'ai pas encore racontées. Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous invite à me retrouver sur Instagram HacknTV que je vous affiche juste ici si vous souhaitez suivre mon aventure YouTube là-bas, me donner votre avis sur certains projets, connaître l'actualité de la chaîne en dehors des caméras. Vous pouvez m'envoyer là-bas votre témoignage, ce qui vous est arrivé à vous. Avec cette vidéo, vous voyez qu'il y a vraiment tout type d'histoire. Et le plus important, c'est de ne pas se comparer aux histoires qui peuvent être racontées dans les vidéos threads d'horreur de Reddit ou même ces histoires-là. Le plus important, je le répète,
c'est de partager quelque chose qui vous a effrayé. Je leur dis encore, mais merci à ceux qui m'ont partagé leur histoire. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!